Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Merci Madame la Présidente, ces mots qui situent bien le contexte et le niveau auquel nous souhaitons organiser la présentation d'un livre qui fera date dans les publications historiques, mais aussi juridiques du Maroc. Mesdames, Messieurs, chers amis du ciel Machaut, j'ai le très grand plaisir, et je dirais même le privilège, de présider la présentation d'un ouvrage si précieux et si riche pour saisir la profondeur historique des relations internationales du Maroc. Si précieux aussi du fait qu'il s'agit d'une synthèse magnifiquement aboutie de toute la vie académique de son auteur, le professeur Hassan Louazani, qui est aussi un ami de longue date. Les traités, la pratique diplomatique, c'est l'intérêt central, non seulement de son travail de chercheur passionné, mais aussi de son enseignement de droit international. Il en connaît toutes les facettes et jongle avec les cas de jurisprudence qui n'ont cessé de se multiplier au cours du temps. Cette science juridique et historique lui est fort utile en tant que membre, jeune membre, dirais-je, de la Commission internationale du droit international des Nations Unies, où il officie depuis 2 ans, et c'est un grand honneur pour lui, mais aussi pour son pays, qui le représente. Ce n'est pas régulier. La passion, car on peut parler de passion pour caractériser l'intérêt du professeur Louazani pour les traités, c'est déjà illustré dans sa thèse de doctorat, la pratique marocaine du droit des traités, publiée à Paris en 1983. Vous retrouvez la fiche, effectivement, de cette publication. Cette thèse remarquable a été honorée du prix Georges Sell, un des grands maîtres français du droit international. Sans doute cela engageait-il le jeune docteur en droit de l'époque à poursuivre sa vocation de juriste au plus haut niveau. C'est dire que le récent ouvrage « Le Maroc et les traités internationaux » traduit l'intérêt constant de son auteur depuis plus de 40 ans pour les traités. Mais ici, il ne s'agit pas d'un abrégé de la grande thèse de 1983, 556 pages, incluant une liste en annexe des engagements conclus par le Maroc entre 1955 et 80. En 1955 et 1980. Il s'agit plutôt d'une synthèse des accords signés par le Maroc depuis la dynastie des Almohades, donc il faut remonter au Moyen-Âge, en passant par la période, faudrait-il dire, parenthèse, par rapport à cette longue histoire, du protectorat, jusqu'aux pratiques toutes récentes, en se référant notamment aux constitutions marocaines, depuis l'indépendance jusqu'aux aménagements récents, ça va en 2011, dont nos 2 intervenants, le professeur Marjoub El Haïda et le professeur Abdelwahab Malmi, sont de fins connaisseurs. Pour ma part, avec le professeur Hassan Louazani, nous avons depuis de nombreuses années échangé nos connaissances et commentaires sur les pratiques diplomatiques et l'importance des traités et des alliances pour l'histoire d'un pays et surtout des relations internationales en général dans ce monde contemporain. Ayant moi-même enseigné pendant plus de 35 ans l'histoire des relations internationales contemporaines, je me faisais un plaisir d'indiquer à mes étudiants la profondeur historique de la pratique des traités et des alliances dans les relations entre les États, bien en amont de la période des 19e et 20e siècles que je traitais et pour lesquels les étudiants étaient interrogés. En effet, il faut faire appel aux historiens de l'Antiquité pour identifier les premiers traités. Les traités d'alliance et de paix entre les cités grecques de l'Antiquité nous paraissent lointains, mais 800 ans avant les guerres du Péloponnèse, si bien décrites par un des premiers grands historiens, Thucydide, 4e siècle avant Jésus-Christ, on peut mentionner un premier traité de paix retenu par l'histoire, signé en 1278 avant Jésus-Christ, il y a donc 3500 ans, entre le pharaon Ramsès II, donc un Africain, et le roi des Hittites, Hattus Ali II, c'est l'Asie mineure, à l'époque. Le texte de ce traité, tel qu'il est gravé au temple d'Amon à Karnak en Égypte, contient des clauses qu'on retrouve dans divers types de traités
signés jusqu'à nos jours. Sont indiquées notamment des clauses portant sur l'amitié et la solidarité entre les monarques, sur la non-agression et l'assistance mutuelle, sur l'extradition des traîtres et toutes sortes d'autres objets qui peuvent faciliter ou au contraire ramener la paix entre les États en guerre. Autant dire que le repérage par le professeur Ouazani des traités conclus par le Maroc depuis des siècles est particulièrement intéressant. Son ouvrage doit figurer parmi les lectures de référence, je dirais même incontournables et obligatoires pour tout étudiant en relations internationales et en particulier pour tous ceux ici au Maroc qui aspirent à une carrière diplomatique ou internationale. En tout cas, je tiens à féliciter très chaleureusement mon collègue et ami de longue date, et c'est avec un intérêt renouvelé que nous entendrons nous exposer son ambition en entreprenant cette brillante synthèse. Mais auparavant, j'ai aussi le plaisir, et le très grand plaisir, de donner la parole aussi au professeur Marjoub El Hiba, qui s'est rendu disponible, ainsi qu'au professeur Abdelwahab Malmi. Le professeur El Hiba est actuellement délégué interministériel aux droits de l'homme. Son intérêt et son engagement pour le respect des droits de l'homme au Maroc sont bien connus. On sait que sa tâche est ardue, surtout pour convaincre et coordonner des compétences réparties entre divers organes de l'État et les organisations de la société civile actives en matière de droits de l'homme. Nous lui sommes d'autant plus reconnaissants de s'être rendu disponible pour la présentation de cet ouvrage de l'ami et collègue professeur Ouazani. La parole sera enfin donnée aussi au professeur Abdelwahab Malmi, professeur et chercheur éminent, ami depuis le début de ce centre. Il nous a livré des analyses d'une grande perspicacité, entre autres sur la conduite de la politique étrangère du Maroc depuis l'adoption de la Constitution de 2011. Je vous en recommande la lecture dans les actes du colloque de 2017 que le Centre Mohamed Hassan Ouazani vient de publier et qui est à votre disposition pour ceux qui s'y intéressent, et je les y encourage vivement. L'heure est venue maintenant, mon cher ami, puisque vous êtes le héros du jour, de vous donner la parole et nous dire ce que vous pensez, ce que vous avez voulu faire en entreprenant cette grande recherche, nous indiquer vos motivations qui vous ont incité à s'engager dans cette ambitieuse entreprise, et aussi aux résultats, car quand on est un chercheur aussi passionné que toi, on n'est jamais satisfait de ses propres résultats, mais au moins de nous donner le diagnostic de cet ouvrage qui, comme je le disais, devrait être une lecture obligatoire en quelque sorte pour nos étudiants et nos chercheurs et nos élites. Tu as la parole. Merci mon cher collègue, professeur Antoine Fleury, de ces mots dans mon égard et de ce que tu as dit à travers mes travaux et mes recherches et ce professionnel. Alors, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers collègues et amis, j'aimerais tout d'abord exprimer la joie et le plaisir de me trouver parmi vous aujourd'hui pour vous partager ce modeste travail que je viens de publier chez l'Armatan à Paris et qui concerne, comme vous le savez, le Maroc et les relations internationaux avec un sous-titre quand même très important, tradition et modernité. Alors, le Maroc, vous savez, il ne peut pas lâcher ses traditions, mais il faut aussi garder la modernité. L'idée de faire sortir cet ouvrage en ce moment, au moment où on a besoin quand même d'écrire sur notre pays, pour montrer quand même notre pays sur le plan international. Il y a des écrits qui ont été écrits sur le Sahara, aussi sur les relations internationales. Et là, c'est un travail aussi qui, j'espère, pourra aussi montrer sur comment le Maroc existe sur le plan international. Alors, cette idée est venue à la suite de certaines rencontres que j'ai pu avoir ici, à l'extérieur, et aussi à l'occasion, et ça je le dis parce que là, j'espère que nos amis de la Fondation seront ici, à la suite d'ailleurs d'une conférence que j'avais animée à la médiathèque de la mosquée de Casablanca.
et au cours de laquelle certains participants ont exprimé le désir de voir porter à la connaissance du public, par une sorte de publication, certaines questions, bien des questions qui étaient traitées dans cette conférence, et qui, selon ces mêmes observateurs, ces mêmes participants, peuvent démontrer, ou démontrent déjà, la place qu'occupe notre pays sur la scène internationale, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé historique de l'État marocain. Il s'agit aussi par cette publication de mettre en valeur une pratique nationale d'un pays comme le Maroc, la singularité de cette pratique en matière de traités internationaux. D'autant plus qu'on vient de le rappeler, mon cher collègue Antoine Fleury, d'autant plus que l'ouvrage sur la pratique marocaine du droit des traités et du droit conventionnel en général, que certains parmi vous connaissent, et qui date de 1983, et qui est en ce moment dépassé sur un certain nombre de points, notamment au niveau de la hiérarchie des normes, au niveau de la place des traités internationaux dans l'ordre juridique interne, dans le droit positif marocain, et aussi dans la nouvelle constitution que nous avons eue en 2011. Et c'est à ce niveau précisément que réside, comme vous pouvez le constater, le principal apport, ou si on peut dire la valeur ajoutée de ce travail par rapport aux travaux antérieurs et par rapport aussi aux constitutions antérieures à celle de 2011. Cependant, l'importance des traités internationaux au Maroc n'apparaît pas uniquement dans la place qu'ils occupent aujourd'hui dans le droit positif marocain ou en matière de développement des relations internationales par les innombrables conventions internationales que le Royaume du Maroc a pu conclure jusqu'à présent. Mais cette importance des traités internationaux au Maroc apparaît aussi à travers l'histoire diplomatique de notre pays. Et il n'est pas exagéré de dire que les traités internationaux constituent une richesse de cette histoire diplomatique et de ce passé historique. Il faut dire aussi que par sa position géographique, géostratégique, le Maroc a constitué et constitue toujours un trait d'union, il ne faut pas oublier notre emplacement, un trait d'union entre différentes civilisations. Civilisations africaines, civilisations européennes, occidentales, orientales. Nous sommes toujours entre les deux, notre position est comme ça. Nous avons de mer, nous avons une bonne position et nous ne voulons pas laisser tomber une source et nous ne voulons pas aussi travailler et voir des gens qui sont en face de nous et qui vont en bien à l'heure et qui sont modernistes. Et donc, nous sommes entre tradition et modernité et là, des traités internationaux explicites. Alors, le Maroc était donc, par cette position, prédestiné à conclure, comme on peut le constater, un nombre considérable de traités et de départ avec la plupart des puissances européennes de l'époque, et aussi avec les États-Unis d'Amérique, qui venaient de proclamer leur indépendance. Alors, ce qu'il faut retenir, et je me suis mis d'accord avec mes collègues parce qu'ils vont parler aussi d'autres choses, ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est qu'à travers l'ensemble de ces traités, de ces accords, le Maroc a acquis des principes originaux en matière de conclusion des traités et de diplomatie. Ce qui permet d'ailleurs de le distinguer des autres pays du continent. Et vous pouvez voir aussi, dans cet ouvrage, que même pendant la période du protectorat qui a duré de 1912, comme vous le savez, à 1956, le Maroc a sauvegardé sa personnalité juridique sur le plan international. Le Maroc a gardé ce que les internationalistes appellent, ce que nous appelons le treaty making power, c'est-à-dire le pouvoir de conclure les traités internationaux qui constituent un attribut de la souveraineté. Bien sûr, avec certaines limites. C'est des limites qui résultent du traité de Fès, le 30 mars 1912 lui-même, qui contenait une disposition disant que Sa Majesté le Sultan s'engage à ne conclure aucun accord international sans l'assentiment de la France, de représenter sur le plan international. Mais nous verrons aussi, vous pouvez aussi voir que le résident général de la France au Maroc était considéré comme le ministre des Affaires étrangères du Sultan. Et rien pendant cette période ne se faisait sans le daïr du Sultan.
Ça, c'est une question aussi sur laquelle on peut insister, même quand la France voulait participer à des conventions, à des réunions, à des conférences internationales, il y avait une technique, c'est-à-dire la France pouvait ratifier une convention en son nom et au nom de ses possessions, colonies et protectorats. Et là, on dit à la conférence, le Maroc est toujours là, est toujours le sultan, et bien il faut apporter la preuve que le sultan du Maroc accepte que son traité s'applique. Et c'est pourquoi le résident général demande toujours, dans ce cas-là, au sultan de lui donner un barrière qui présente à la conférence. Ça, c'est une question aussi qu'on pose. Alors, et lorsqu'on évoque justement le protectorat, on doit s'interroger sur le sort des traités préexistants que l'État marocain a pu conclure jusqu'à 1912. Et c'est dans ce sens que les traités constituent et peuvent constituer un deuxième élément de renforcement de la continuité de l'existence de l'État marocain et de sa personnalité juridique indépendamment du régime du protectorat. Donc c'est à travers, si vous voulez, monsieur, c'est à travers, chers collègues, c'est à travers ces trois actes, si vous voulez, qui constituent les trois chapitres, si vous voulez, de ce travail, les traités internationaux de richesse de l'histoire diplomatique du Maroc, et les traités internationaux comme élément de renforcement de la continuité de l'État marocain, et puis les traités internationaux, aujourd'hui, il faut le dire, depuis que nous avons cette convention de 2011, occupent une place non négligeable, dans le droit positif marocain, et notamment dans la constitution du 11 juillet 2011. Donc, c'est à travers, si vous voulez, les trois axes, quelques points saillants, je ne vais pas être long, je suis d'accord avec mes collègues pour parler, parce que ce sont eux qui vont développer un certain nombre de questions. Rapidement, sur le plan historique, pour vous rafraîchir peut-être la mémoire, pour le faire notre collègue, mon cher collègue Antoine Thury, et pour vous demander aussi de lire un peu le présent, de penser aussi passé. Vous voyez, c'est toujours bon de le savoir. On peut faire remonter les accords internationaux conclus par le Maroc avec l'étranger au règne déjà des Almoravides. Eh bien, certains historiens disent que selon les premières relations commerciales du Maroc avec l'Europe ont été établies avec les ports italiens, français, Marseille, Gênes, Fréjus, Antibes, Pise en Italie, etc. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, dans la Méditerranée, il y avait un phénomène de la course ou la piraterie, dont l'impact sur les relations internationales du Maroc n'est pas moindre lorsqu'on songe aux différents traités que les sultans du Maroc ont conclus avec les princes chrétiens en vue de garantir leur flotte contre les prises et les attaques provoquées par les corsaires. Et c'est là peut-être qu'il faut placer le premier accord, le premier traité que notre pays a conclu, et date de 1186. Ce que j'ai pu trouver peut-être avant, mais 1186, c'est un traité qui a été conclu entre le Maroc et la République de Pise. Sous les Almohades, rapidement, la vie diplomatique était devenue à un certain moment très dynamique. Et on peut même dire mouvante. Il ne faut pas oublier aussi un grand nom, le sultan Yacoub Mansour, qui avait d'ailleurs que c'est sous son règne que les armées espagnoles ont été battues à Alarcos en 1195. Mais aussi sous les Almohades, aussi, que les armées marocaines et andalouses ont subi la grande défaite de Las Navas de Tolosa de 1212. C'est une date essentielle. Pourquoi cette date? C'est à partir de là où la papauté, les papes qui étaient très forts à l'époque, ont noué, ont continué, ont développé des relations particulières et très importantes avec le dernier sultan, Almohad. Et c'est là où on vient de placer toute la correspondance que le pape avait adressée au dernier sultan, Almohad Omar Muqtada, à qui il avait conseillé de se convertir au christianisme afin que les chrétiens qui étaient au Maroc soient mieux protégés. Bien entendu, Al-Muqtada a répondu à une lettre du 10 juin 1250, c'est une lettre négative. Il fait des prières pour le prophète Sina Mohammed, après avoir vénéré le pape, très important, pour montrer justement qu'il n'avait aucunement l'intention d'embrasser la religion chrétienne. Le pape alors a compris que la foi est une affaire de conscience.
qui s'est retourné alors vers une autre action, celle qui consistait uniquement à demander la protection des chrétiens, etc. Alors, cette lettre, d'ailleurs, que connaissent beaucoup de gens, qui est publiée dans les archives, vous la voyez, je vous la montre, avec la lettre d'Al-Murtada. Ce que je vous demande de voir, c'est Alhamdulillah. Alors, il faut savoir que ce sont les Almohades et Ibn Mansur qui a été le premier à introduire le Hamdallah dans les lettres avec l'étranger, que nous gardons toujours aujourd'hui. Ah, c'est très important. Et vous, on trouve ça même aujourd'hui, dans les lettres, dans les daïrs, etc. C'était Ibn Mansur, donc les Almohades qui avaient introduit pour la première fois, et dans ces lettres de correspondance, etc., la Hamdallah, ce qu'on appelle la Hamdallah aujourd'hui. Donc, mais en réalité, les relations avec les Almohades n'ont pas commencé avec se sont développées aussi même avec le frère, par exemple, de Murtada qui avait précédé, le Mamoun qui était le premier à accepter et à consentir à construire la première église chrétienne sur une terre d'islam à Marrakech. Quelqu'un me dit que l'église de cette église existe toujours. Alors cette église est devenue une usine de sucre sur les Saoudiens, une tanière par la suite, par la suite. Et pourquoi? Le Mamoun était proclamé calife en Espagne, mais pas en Afrique. Alors il a demandé à Ferdinand III de Castille de l'époque. Ferdinand III a dit, je peux vous aider militairement, mais à condition. Alors il faut, c'est un traité qui a été d'ailleurs signé en 1228 entre les deux. Bon, alors le roi Ferdinand III, Castille, exigeait que le Mamoun lui fasse 10 places fortes espagnoles, l'Espagne. Et puis la construction d'une église pour les milices chrétiennes qui allait l'aider à reprendre le trône contre son neveu Ibn Nasser. Une église, et c'est écrit, où on sonnera les cloches. Donc les musulmans aussi. Bien sûr, la trêve dit que si un musulman devient chrétien, il peut le faire, mais si un chrétien devient musulman, il faut absolument le punir, etc. Vous voyez cette tractation religieuse qui existait déjà avant. Et c'était la fin de la dynastie parce que la dynastie tombe lorsqu'elle perd le territoire ou la religion. Bien sûr, il y a d'autres, les Almohades ont ces d'autres accords, le trafic du commerce, etc. Je passe rapidement. Avec les Mérinides, il y a eu aussi des accords, surtout avec les princes chrétiens d'Espagne, etc., notamment un traité de Fès en 1309, par lequel les navires aragonais qui accostaient sur la Méditerranée pouvaient profiter davantage, beaucoup davantage. Les Hauts-Tacites n'ont pas beaucoup d'accord, parce qu'ils n'ont pas eu de beaucoup de temps, ils ne contrôlaient pas tous les territoires marocains. Par contre, sous les Saoudiens, la vie diplomatique était très développée et très intense, à la fois par les traités qu'ils ont conclus avec l'Europe, et aussi par les ambassades qu'ils ont commencé à envoyer, notamment auprès des États généraux des Pays-Bas. Les Pays-Bas s'appelaient à l'époque les États généraux. Alors là, il y a un traité très connu que Jacques Caillé, qui a écrit beaucoup de choses sur le Maroc, etc., commande un traité de 1610, d'accord, le 24 décembre 1610, très important, qui a été même distribué à toutes les chancelleries à l'époque pour voir l'exemple d'un pays musulman qui a conclu un traité avec la chrétienté. Bien sûr, avec les premiers, alors les Alaouites aussi, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, les premiers, ils ont conclu un accord, etc., avec l'Europe, surtout avec l'Europe, puisque beaucoup d'accords étaient développés avec l'Europe. Bien sûr, il y a des grands sultans, l'Ismaël, qui avait des relations avec Louis XIV, alors là, on parle du traité de Saint-Germain-en-Laye de 1962, qui a été conclu et négocié par un fin diplomate, l'amiral Ben Aïcha, très connu aussi, parce que les gens de la mer parlaient les langues, et alors généralement, ce sont des gens-là qui négocient, etc. D'ailleurs, Ben Aïcha est revenu à Paris pendant 5 mois, il a même appris, il a été invité à l'opéra, etc. Mais il était dur, il n'a pas pu conclure un nouvel accord, comme le voulait Louis XIV en 1693, sur le rachat des captifs. Et
bien entendu, c'est le sultan, comme vous le savez, le petit-fils du Moulay Ismaïl, c'est Mohamed Ben Abdallah, qui avait développé beaucoup de relations avec l'étranger, etc. Alors, les relations avec l'Europe ont connu, se sont avec un grand essor, à telle enseigne que les auteurs qualifient l'année 1767 d'année diplomatique par excellence, parce que cette année, on a conclu des accords avec la France, le Danemark, les Nordiques, aussi avec l'Espagne. C'est par l'accord de 1767 qu'on a reconnu l'existence des présidents, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un long siège par Moulay Ismaïl, il ne faut pas l'oublier, 27 ans devant ce temps. Donc le problème des présidents revient toujours. Là, c'est très important. Il ne faut pas oublier aussi que c'est sur Mohamed Ben Abdallah, le Mohamed III, que les premières relations avec les États-Unis ont commencé. Et là, nous avons un traité très important, 1787, que je vous montre aussi, qui a été conclu, vous voyez, avec les États-Unis, et qui est toujours en vigueur, parce qu'il y a une clause très importante, qui a traversé le protectorat. Il y a une clause à la fin de l'article 25 qui dit que ce traité reste en vigueur de 50 ans pour 50 ans, sauf si l'une des parties veut se retirer politiquement. Or, aucune des parties, ni les États-Unis, ni le monde ont fait ça, et le traité est toujours là. Et ce traité, bien sûr, il y a des points, des dispositions qui sont en désuétude, mais il y a quand même des dispositions qui sont très importantes. C'est j'ai ici le prélude, avec mes étudiants sur le droit diplomatique consulaire, nous trouvons ici le prélude, et si vous voulez, les préliminaires des privilèges et immunités diplomatiques. Déjà à l'époque, le Maroc accordait des privilèges et immunités aux consuls des États-Unis, etc. Et bien sûr, avec la réciprocité, bien que nous n'avions pas à l'époque beaucoup de Marocains. Mais quand même, voilà un traité qui date de cette époque-là et qui démontre aussi la continuité des engagements. On va le voir tout à l'heure. C'est très important. Alors, avec le XIXe siècle, je vais rapidement, s'ouvre une période difficile pour le Maroc. Il faut oublier cette date essentielle, 1830, l'occupation de l'Algérie par la France, qui a suscité un vif retentissement parmi la population marocaine, qui a entraîné une détérioration, bien entendu, des relations entre la France et le Maroc, et qui a conduit à une bataille, la bataille d'Issy, qu'on a perdue en 1844. Le Maroc a dû accepter les propositions de paix par le traité de Tanger de 1844. Ce même traité qui a prévu un autre traité pour la fixation de la frontière et qui s'appelle le traité de la Marnette. Alors, une chose essentielle, je vous le demande, s'il vous plaît, c'est que, contrairement à ce que disent certains ouvrages, parce que dans ce domaine-là, pourquoi j'ai fait ça aussi, je vais vous le dire, parce que j'ai constaté que beaucoup de nos collègues français, etc., écrivent sur le Maroc. Ils certains traitements comme une colonie, d'autres ils ne veulent pas mettre en valeur les choses essentielles, etc. Alors certains disent c'est la Lamrania. Mais avant la Lamrania, le Maroc avait une frontière naturelle avec les Turcs d'Alger. C'était les Saadiens qui avaient repoussé les Turcs du consulat de Tlemcen. Les Turcs étaient en Algérie et en Tunisie. Et la Convention d'Almania reconnaît cette frontière naturelle. L'article 1er, qu'est-ce qu'il dit ici? Les deux plénipotentiaires sont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Donc, cette frontière existait déjà. Ce que fait la Lamrania ne fait que confirmer ce qui existait. Malheureusement, dans les négociations pour établir cette frontière, il y a des problèmes. Les Français ont tout manipulé pour qu'on ne fixe une frontière que suivant le web d'Anastasi, comme le dit d'ailleurs le roi Hassan d'ici, ils ont dit aux Marocains qu'on ne peut pas fixer une frontière fixe. Comme ça, pourquoi? Parce qu'il est le désert et les demandes passent d'un mot à l'autre. C'était diabolique, parce que ceci allait leur permettre de faire le grignotage de notre carte que nous avons ici. Quand est-ce qu'ils faisaient ça, les Français? Alors ils avaient besoin toujours de deux événements qu'ils cherchaient. Premier événement, ils l'ont trouvé la mort du sultan Hassan Ier, 1894. Faiblesse de l'État marocain, successeur très jeune, policier étranger entre les mains des régents, dont le régent Ahmed Issa. Mais il leur faut un deuxième élément. Ce deuxième élément était difficile.
parce qu'il y avait des puissances aussi étrangères au Maroc. Tout le monde voulait le Maroc. Tout le monde voulait la France du Maroc. Tout le monde. Alors, il y avait une puissance qui était toujours, qui s'opposait toujours à leurs opérations au Maroc, c'était l'Angleterre. Or, les Anglais, 1898, 99, 1900, cette période, ils avaient un problème en Afrique du Sud. Le Transvaal, l'Orange commençaient à se détacher, si vous voulez, de tout ça, si vous voulez. Oui. Alors, les Anglais avaient peur. Alors, les Français ont dit, c'est le moment, il ne faut jamais, maintenant, pour faire le grignotage. Et là, moi, j'ai trouvé dans mes archives, dans mes travaux, et surtout au Quai d'Orsay, j'ai lu pas mal de lettres. Dans les archives, moi, je cite d'ailleurs le bouquin, une lettre qui me paraît essentielle, qui démontre d'ailleurs ce grignotage. Je peux vous la lire, rapide, je peux vous lire un petit passage pour vous mettre dans. Alors, cette lettre, c'est une dépêche de la légation de France. Attends, la légation, c'est la représentation diplomatique de la France, qui s'adressait au ministre des Affaires étrangères à l'époque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit cette dépêche du 5 avril 1900. Si le Makhzen a été surpris par notre entrée à Insalah, puis quelque peu découragé par une sorte de désintéressement qu'il a rencontré chez les délégations étrangères. Attitude qui a coïncidé avec le maximum de difficultés de l'Angleterre au Transvaal. C'est en Afrique du Sud. À l'heure actuelle, les informations ont abondé à Marrakech sur nos opérations sahariennes. Il faut avouer, d'autre part, ainsi du reste, que je décrivais dès le début de nos opérations au département, que l'établissement de notre domination, à travers toutes les palmeries du Tidiket, au Gourara, sur chacun des Xaux, peut être marqué d'une série de combats dont nous avons un intérêt primordial à écarter la durée, de par l'émotion qui en résultera dans ce pays voisin de l'Algérie. Or, ajoute la dépêche, INRA est encore à l'extrémité de Tidiket. Et il reste à conquérir le noyau de Touet, puis le Gourara avec le massif de Tismi. Et voici votre carte. Le grignotage a été fait à cette époque-là pour annexer ces territoires à l'Algérie, qui pour eux était française, et ils devraient rester français. Alors, peut-être qu'ils allaient jusqu'à l'Atlantique, peut-être. S'il n'y avait pas, vous savez, les puissances étrangères qui s'opposaient aux opérations françaises. Et 1900, c'est une date aussi essentielle pour nous. C'est l'année où les Français, pour avoir les mains libres au Maroc, ont conclu une série d'accords secrets et mis pour nous à l'insu des autorités marocaines que nous n'avons jamais accepté. 1900 avec l'Italie, 1902 avec l'Espagne, 1904 avec l'Angleterre et 1904 aussi la convention par laquelle ils ont reconnu à l'Espagne une zone d'influence au nord et au sud jusqu'au Cap Juif. Nous n'avons jamais rien conclu avec l'Espagne. Toujours la France qui continue des accords avec l'Espagne. Pourquoi le jour de l'indépendance, on n'a pas reconnu tel possible. Donc voici cette période. Alors, cette histoire mouvementée de la Marignane, alors maintenant vous allez nous dire qu'est-ce qu'il est devenu cette frontière, etc. Bien sûr, après l'indépendance, comme vous le savez, des discussions ont eu lieu entre la France et le Maroc pour revoir d'ailleurs ces régions, etc. Les Marocains n'ont pas accepté son petit parce qu'ils attendaient la libération et l'indépendance de nos frères algériens. Cette indépendance qui est arrivée en 1962, l'État algérien est devenu un État. Il était une colonie devenue un État. Et 1963, on a eu quand même le conflit de Hassi-Bida et du Tindou. Et là, il faut pas oublier ça. Ça, c'est très important. Les relations ont été gelées. 1965, l'état d'exception. Il a fallu attendre 1972 pour que les relations reprennent par une déclaration et pour penser à fixer une frontière par le traité, mais pour justement exploiter en commun un gisement, le gisement de garage du fer. C'est l'objectif. 73, 74, il n'y avait pas encore de problème. On a commencé déjà à penser au problème saharien, on a pensé déjà à l'avis demandé à la Cour internationale de justice 1975, etc. Donc les relations ont été gelées, même d'ailleurs le Parlement était réuni en 1977, etc. Et il a fallu attendre 1989 avec l'UMA pour que le réchauffement des relations entre l'Algérie et le Maroc
ait lieu. Et là, finalement, le Maroc a accepté d'ailleurs de ratifier cette convention. Alors que les Algériens l'ont ratifié en 1962, ils l'ont publié même en officiel en 1973. Et nous, c'était en 1989, et cette décision, ce traité, n'a été porté à la connaissance, bien sûr, des Marocains qu'en 1900, si vous voulez, 92. Donc, voici ce traité sur les frontières, comme ça, certains disent qu'il faut revendiquer en arabe, en français, dans le bulletin officiel, que tout le monde peut voir. D'ailleurs, moi, j'ai mis tout ça. Alors, voilà la frontière. Faut-il maintenant appliquer tout ça? Faut-il penser à discuter une autre frontière, etc. C'est une problématique qui est posée maintenant dans nos relations avec l'Algérie, parce que tout ça, il faut le mettre sur le tapis. Vous voyez, l'historique est c'est important pour comprendre. Nous ne sommes pas aller. Vous voyez. Alors, donc, voici donc ce point-là essentiel. Alors, à travers ces traités, etc., je passe donc vite parce que finalement, en plus de ce traité sur les frontières, de la Convention de la Marine, il manque un peu plus d'autres accords avec l'Espagne, avec la France, le XVIIIe siècle est très riche, etc. Alors, il y a ce nombre de traités d'accords a donné lieu à deux principales connaissances. D'abord, le développement de la diplomatie marocaine, par les missions qu'on envoyait, par les missions qu'on recevait. Parce que pour régler un problème diplomatique, pour nouer des contacts, pour des amitiés, etc., il faut absolument, vous voyez, envoyer soit des ambassadeurs, soit recevoir des ambassadeurs. Alors, tous ces envoyés discutaient, concluaient, etc. Et là, c'est un apprentissage que le Maroc a pris, et c'est là où nous avons, deuxième conséquence, si vous voulez, la pratique marocaine. Le Maroc a une pratique originale en matière de conclusion des traités, à travers, bien sûr, tout ça. Conclusion, si vous voulez, des traités, à la fois pour la rédaction des traités, parce qu'il faut savoir que la langue arabe était toujours utilisée par tous les sultans du Maroc. Jamais un grand sultan n'a apposé ça sur un texte écrit en langue étrangère. Et contrairement à ce que certains ouvrages, droit international, ils disent toujours, il y avait deux langues en matière diplomatique. La langue, le latin, jusqu'au traité de Westphalie 1648, qui a mis fin à la guerre de 30 ans. Et depuis, le français, par sa précision sérieuse, a remplacé le latin. Personne n'a parlé de la langue arabe. Voilà. Tous les traités. Jusqu'au 12e, 13e siècle. L'arabe a dominé jusqu'au 12e. Jusqu'au 12e siècle. 12e. Mais il est resté. Mais par exemple, lorsqu'on prend notre traité conclu avec les États-Unis, je vous ai montré tout à l'heure, oui. Il est écrit. Il est écrit. Voilà, vous voyez. Ouais. Voilà. Les Mérinides partageaient le parchemin en deux. L'arabe ici et la langue étrangère là. Vous allez me dire comment on faisait. Eh bien justement, c'est une séance très importante. Le sultan, avec ses conseillers et les interprètes, généralement c'était les juifs marocains, parce qu'ils voyageaient, parlaient les langues. Mais ce n'était pas suffisant. On faisait aussi participer, ce qui est très important dans les archives, le adel, c'est-à-dire le notaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on traduisait, il fallait savoir est-ce que vraiment c'est ça, oui ou non, sur le plan juridique. Vous voyez, c'était très important, etc. Et puis, en plus de la rédaction des traités, il y a aussi, je vous dis, la ratification. Alors, bien sûr, les sultans ratifient par des sons. Le son. Les mérides avaient des sons suspendus, comme les rois d'Espagne, etc. Les Saïd avaient ce qu'on appelle l'alama qui était, c'est-à-dire des signes dans lesquels ils mettaient tout ce qu'on veut, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient aussi copiés, etc. Et puis après, ils ont inventé le son. Un son. Le son qui était ovale et qui s'est transformé par la suite. Et nous avons maintenant le son rond. Oui, tout ça. Alors donc, tout ça, c'était des apprentissages, etc. Alors maintenant, la question qui se pose pour nous rapidement, cet édifice conventionnel et ces pratiques, etc., qui sont devenus après, lorsque le protectorat est arrivé. Vous savez qu'une puissance coloniale, lorsqu'elle colonise un pays déterminé, son premier objectif, c'est de faire disparaître tout ce que le pays a fait après. Israël ne veut pas reconnaître la Palestine. Il a fait la Palestine. C'est fini. Donc, lorsqu'un pays colonise un territoire déterminé, c'est ça. Et sur le plan du droit international, on fait la distinction entre la colonie et le protectorat.
La colonie, même si l'État existait, etc., où il y avait une existence de l'État, pendant la colonie, il disparaît, il est annexé. Le jour où la colonie va avoir son indépendance, on parle d'un État nouveau, pas d'un État nouveau indépendant, un État nouveau. Il existe sur le plan international, comme c'est la succession d'États. Comme si vous voulez quelqu'un qui est décédé, il y a une idée qui est justifiée. Et là, on se pose le problème. Généralement, il y a des États qui ne veulent pas reconnaître ce que le prédécesseur a fait. L'Algérie a fait table rase, par exemple, d'autres pays ont demandé un délai de réflexion. Il y a une pratique internationale. Alors, le protectorat. Il y a le protectorat colonial qui était appliqué au pays du sud-est asiatique, la Nam, du Tonkin, du Cambodge. Et pour la France, pour le Maroc, le protectorat, c'est un protectorat de droit international, comme pour la Tunisie. Le Maroc, d'ailleurs, était rattaché au ministère des Affaires étrangères à l'époque. Et le protectorat de droit international laisse intact l'État protégé avec tout son système, ses structures, etc. On a gardé le Marcel, on a gardé quelques ministères, etc. Ce que nous avons perdu, c'était le ministère de Bahr, qui était le ministère des Affaires étrangères, et qui a été remplacé par le résident général de la France au Maroc, qui est devenu le ministre des Affaires étrangères auprès du sultan. On a perdu aussi la LF, le ministère de la guerre, de l'armée, etc. Et puis il a été remplacé par le français, parce que non, c'est pas la peine d'avoir un ministère de la guerre, etc. Donc, mais on avait quand même une structure qui a existé. Alors, les traités, jusqu'à présent, les Français ne voulaient pas absolument. Ils avaient même publié un ouvrage dans lequel ils ont mis les traités compatibles et incompatibles avec le protecteur. Mais voilà une affaire qui arrive et qui va nous permettre d'éclaircir tout ça, et qui a été même utilisé par la suite par la Commission de droit international qui a travaillé sur l'institution de 1948. Le résident général de la France au Maroc imposait des produits américains. Les Américains ont dit ça. Nous avons des relations pas avec vous, les Français. Vous êtes là, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous représentez le Maroc sur le plan international, mais nous avons des relations avec le Maroc, avec le sultan du Maroc. Ils ont sorti le traité de 1787, un autre traité qui était conclu sous Moulay Slimane 1836, pour dire, voilà, ce traité existe toujours, nous avons toujours en relation. Les Français ne voulaient pas admettre ça. Litige, on va à la Haye, et c'est l'affaire des ressortissants américains au Maroc, qui a été rendue en 1952. Et à mon avis, tout Marocain doit connaître cette affaire maintenant. Voilà ce qu'il dit. Parce que finalement, certains oublient ça. Les relations de nous. Voilà ce que dit, par exemple, Sattaré. S'appuyant sur le traité de paix du 30 mars 1912, la Cour internationale de justice avait déclaré dans cet arrêt du 27 août 1950 qu'en vertu de ce traité, le Maroc demeurait un État souverain. Ça fait craquer les oreilles de certaines personnes qui sont contre nous. Le Maroc reste demeuré un État souverain. Mais il concluait un accord à caractère contractuel par lequel la France s'engageait à exercer certains pouvoirs souverains au nom et pour le compte du Maroc, et à se charger en principe de toutes les relations internationales du Maroc. Il a pour ajouter, dans l'exercice de sa fonction, la France est liée non seulement par les dispositions du traité de Fès, mais également par les obligations conventionnelles auxquelles le Maroc avait été soumis avant le protectorat et qui depuis lors n'ont pas été suspendues par rapport avec les États intéressés. Voilà cet arrêt qui a donné raison aux États-Unis à l'époque, bien sûr les Français pas contents, etc., qui a d'ailleurs été commenté même par la classe politique à l'époque, d'ailleurs, un commentaire à l'époque que cette décision était en 1950. Vous voyez, un an avant, si vous voulez, l'exil de Mohamed V. C'est très important. Alors c'était l'époque où on parlait de la grève des barrières, où le sultan ne voulait pas absolument donner son barrière facilement. Mais, alors, bien entendu, lorsque nous avons eu l'indépendance, on a pris position, comme tous les pays d'ailleurs qui arrivent sur la scène internationale, parce que c'est dans la souvenir, le request. Et le Maroc a conclu un accord diplomatique avec la France en 1957. Dans cet accord, il y a un article 11, dans lequel le Maroc a dit le Maroc accepte toute convention internationale conclue par le gouvernement avant le protectorat, et même des actes internationaux relatifs au Maroc ou les traités conclus par la France, sauf les accords qu'il n'a pas voulu admettre au
qui ont été conclus à son insu. Et c'est comme ça que le Maroc a rejeté l'accord sur une base militaire de 1970 entre la France et le Maroc. Et c'est comme ça que le Maroc a rejeté aussi les accords de 1900, 1902, etc., sur le partage de frontières, etc. Ça, c'est une déclaration qui est toujours là, qui est toujours voilà, et tout le monde se réfère à cette déclaration. Voilà, si vous voulez, pour cette partie-là, historique, et puis actuelle aussi, parce que maintenant nous avons toujours cette position. Et depuis l'indépendance d'ailleurs, jusqu'à 1996, le Maroc, comme vous le savez, a connu donc 5 constitutions. Et là, dans les 5 constitutions, les dispositions relatives aux traités internationaux étaient insignifiantes. Il y avait un seul article, l'article 31 de la Constitution, qui reste le même dans les 5 constitutions. Moi, dans mes recherches, j'ai trouvé que cet article, peut-être c'est une coïncidence, mais cet article reprend ce qui existe dans l'article 31 de la Constitution française de 1946. À l'époque, on disait le président de la République signe et ratifie le traité, on a recopié presque la même chose, moi je le dis. Alors que, bon, maintenant, avec la Constitution de 1958, on dit le président négocie et ratifie, c'est ce qu'on chose, mais je le dis. Donc, il n'y avait que cet article. Il ne disait pas grand-chose. Et puis, il disait toutefois, les traités engageant les finances de l'État ne peuvent être ratifiés par le roi qu'après approbation préalable du Parlement, par la loi. Ça. Bon, il n'y avait pas grand-chose. De plus, ces constitutions ne comportaient aucune disposition expresse relative à la force obligatoire du traité dans le droit positif marocain ou dans l'ordre juridique interne. Il y avait un silence absolu, ce silence constituait déjà une règle à cette époque. Mais c'était plutôt le législateur et la jurisprudence qui avaient pris position en faveur de la primauté des traités sur la loi interne dans des cas spécifiques. Je cite d'ailleurs, beaucoup de lois à l'époque comportaient des dispositions disant que les traités l'emportent sur les lois internes. Il y a aussi la jurisprudence. Et la jurisprudence, j'ai utilisé un mot, peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec moi, la jurisprudence était flottante. On peut dire le flottement de la jurisprudence à l'époque parce que les tribunaux étaient partagés entre la primauté et les lois internes, etc. Alors on a vu ça dans 2 cas. Je cite plusieurs cas, mais il y a 2 cas. Le cas des avocats, certains avocats qui voulaient s'inscrire au barreau à l'époque. Et il y avait la loi sur l'arabisation de la justice de 1965 qui avait dit que la langue arabe est utilisée pour toutes les plaidoiries, etc., pour les tribunaux, etc. Donc les avocats français ne pouvaient pas rester quand même et plaider. Bon, la France a conclu un protocole d'accord pour compléter la convention judiciaire à l'époque de 1957 avec le Maroc. Et 2 avocats, Mélan et Cassab, je cite leur nom que j'avais trouvé ici là, ont fait appel de la décision du Conseil de l'ordre qui a rejeté leur demande d'inscription. Ce qu'on faisait. Et la Cour d'appel de Rabat, à la surprise de tout le monde, elle a fait prévaloir la convention judiciaire franco-marocaine et le protocole d'avant sur la loi. D'ailleurs, à l'époque, c'était le décret royal de 1968 qui a organisé la profession et qui a rejeté aussi. Alors, la Cour d'appel a rejeté d'ailleurs la décision du Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre a fait un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui s'appelle aujourd'hui la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a rendu une décision en 1965 par laquelle il a dit un avocat français, ce n'est pas la peine qu'il parle arabe, il suffit qu'il soit substitué par un confrère qui parle arabe pour plaider et pour rédiger, etc. Voilà la jurisprudence qui a pris position. Bien sûr, la Cour de cassation, la Cour suprême a eu d'autres cas, comme la Convention de Hambourg 1978, aussi parce qu'il y avait aussi en matière de coopération judiciaire, etc. Tout ça dans le droit. Et donc, mais il y avait aussi un autre problème. Bon, nous avons il y avait un autre problème que le professeur Riba, c'est Riba qui est notre collègue, qui est aussi notre collègue éminent et qui est maintenant en charge du droit de l'homme, etc., pourra peut-être compléter ce que je vais dire mieux. Parce que là, moi j'ai vu ça, alors, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, il y avait une tendance pour la primauté des traités. Parce que c'est quand même honteux de dire
on a ratifié des conventions internationales en matière de droits de l'homme, et lorsqu'un litige arrive, on applique la loi interne et non pas la convention. Alors il y a le pacte des droits civils et politiques qui contient un article 11. Un article 11 d'ailleurs, très important, et qui dit ceci, on dirait, on ne peut pas emprisonner quelqu'un, par exemple, on ne peut pas emprisonner quelqu'un pour des obligations contractuelles, c'est-à-dire pour mettre quelqu'un en prison, parce que l'article 11 était comme ça écrit. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, parce que l'article 11, voilà la phrase exacte que vous connaissez aussi, nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. Vous louez un appartement, 1 an ou 2 ans après le locataire ne le fait pas, vous demandez son expulsion par le tribunal, vous l'obtenez. Vous demandez à ce qu'il vous paye, il ne paie pas. Alors vous demandez la contrainte par contre, il faut le mettre en prison. Quel est l'avantage? Je me pose la question d'un propriétaire de voir quelqu'un souffrir pendant 6 mois alors qu'il ne va pas avoir l'argent. Vous voyez? Donc, alors qu'il avait choisi au début, il a conclu un contrat avec lui. Donc le pacte dit ça. Et nous, on a un daïr de 1961 qui était justement en conflit avec l'article 11. Et le daïr, d'ailleurs, disait que tout jugement, etc., doit être exécuté d'ailleurs par la contrainte. Donc le pacte, quand on présentait le rapport devant parce que le pacte, vous savez que ces conventions des droits de l'homme ont un mécanisme très important que notre collègue Eberron vous expliquait en large. Il comporte un mécanisme qui est le suivant. C'est qu'on vous dit, vous ratifiez une convention internationale, vous adhérez à une convention internationale, et bien vous déposez régulièrement un rapport périodique sur l'applicabilité de la convention sur le plan national. On vous dit, il ne s'agit pas d'une déclaration d'intention, mais de dire quelles sont les lois que vous avez adoptées, quelles sont les sanctions peut-être que vous avez prises pour la violation de ces lois, etc. etc. Vous voyez, donc là, le Maroc avait été toujours taxé. Alors qu'est-ce qu'il faut? La jurisprudence était flottante. Le tribunal de première instance de Rabat, 1986, il a rejeté l'application du pacte dans un livre. Le même tribunal, en 1990, il a rendu 2 jugements contraires. Mais on avance le pacte et non pas la loi interstataire de 1961. Des décisions sont arrivées devant la Cour de cassation, ex-Cour suprême. Même chose. La Cour alors était aussi flottante à ce niveau-là. Alors finalement, il a, je crois en 2000, il a rendu une décision, c'est ça. La Cour suprême 2000, il a rendu un arrêt dans lequel il a fait une distinction entre le débiteur solvable et le débiteur insolvable. C'est déjà. Mais il a fallu attendre le législateur, et c'est la loi 3006 promulguée le 22 novembre 2006 qui a tranché et qui a ajouté une disposition au Daïr de 1961 sur la contrainte par rapport, disant que toutefois, une personne ne peut pas être mise en prison pour le simple fait de son incapacité à remplir un engagement contractuel. Là, peut-être ça a arrangé les choses au niveau du comité, mais le problème reste toujours posé pour le rang du traité dans la hiérarchie des normes, parce que là, c'est l'œuvre de la Constitution de 2011 qui a introduit pour la première fois ce qu'on a toujours demandé, la primauté des traités sur les lois internes, au niveau cette fois-ci du préambule. Préambule qui fait partie intégrante de la Constitution, heureusement. Nous, on aurait espéré un article à part. Justement, ce préambule, cette primauté, parce que là, lorsque on écrit un bouquin, etc., absolument dans son avis, moi j'ai fait une critique, peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec moi, mais j'ai fait une lecture. Parce que lorsqu'on lit, parce que normalement, j'ai vu pas mal de constitutions, ce que moi j'aurais voulu, le principe. Le Maroc s'engage à appliquer la primauté de la sur nos interne. Point. Ce n'était pas possible, comme vous le savez, parce qu'il y avait des partis politiques qui étaient intervenus au cas où un traité heurte, par exemple, une loi, la charia, etc. Alors on a fait quelque chose. Général, on m'a flou. Voilà ce que dit le préambule. Alors, le préambule dit ceci. Le Royaume du Maroc s'engage à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par le dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume,
dans le respect de son identité nationale immuable et dans la publication de ses conventions. La primauté sur le droit interne du pays est ôtée et harmonisée en conséquence des dispositions pertinentes de sa législation nationale. Moi, je me demande qui est ce juge devant lequel je vais invoquer la primauté qui va essayer de voir si la Convention est intervenue dans le cadre de la Constitution, le droit du pays, l'identité immuable. Il a été publié, et puis après, il peut me dire, oui, d'accord, il y a la primauté, mais il n'a pas été harmonisé. On n'avait pas encore harmonisé, on n'avait pas fait rentrer encore ce texte dans l'ordre interne, donc là, voilà. Sur le plan formel aussi, ça pose des problèmes, parce qu'on ne parle que de traités dûment ratifiés, alors que finalement, il y a l'adhésion. Et dans notre pratique, la ratification et l'adhésion, on se fait aussi par Sa Majesté le Roi. On aurait pu ajouter ratifier auquel le Maroc adhère, ou bien les accords auxquels le Maroc fait partie. Donc tout ça, vous le trouverez, si vous lisez ça et vous me dites ce que vous pensez, etc. Alors, bien entendu, et en plus du préambule, la Constitution comporte d'autres articles très importants sur les droits de l'homme, parce qu'on a une véritable déclaration des droits de l'homme à l'intérieur de la Constitution. Mais l'article le plus important qui nous concerne, c'est l'article 55. L'article 55, qui lui traite des autorités compétentes en matière de conclusion de traités, qui a élargi le pouvoir du Parlement en matière d'autorisation législative et qui a introduit aussi, pour la première fois, un contrôle des engagements internationaux par la Cour, si vous voulez, constitutionnelle. Alors, s'agissant de la compétence, rapidement, des deux autorités, entre le Parlement et le roi, il faut savoir une chose. Et là, c'est une chose essentielle parce que lorsqu'on voit ce que écrivent les médias du Mexique, auprès de nos amis, journalistes, etc., et d'autres, un Parlement ne ratifie pas. Ce que vous entendez à la télévision, à la radio, le Parlement, ça on emploie le mot ça, alors on a mis approuvé. Le Parlement de la Commission des Affaires étrangères, le qui était membre de la Commission des Affaires étrangères, aussi, il a connu ça, il a eu même des péripéties au niveau de la Commission, et le Parlement vote cette loi, compte tenu des lois. Et cette loi aussi est promulguée dans le délai, et le soumis au contrôle de la Cour, et le soumis au son Sa Majesté le Roi pour ratifier. Donc, il y a des pays peut-être où leur Parlement ratifie, mais nous, comme la France, comme la plupart des pays qui sont ministres, etc., le Parlement ne ratifie pas, le Parlement autorise ou n'autorise pas. Alors nous, on emploie le mot approbation, le Parlement approuve, ce qui rentre en conflit avec ratification. Vous voyez? Donc, finalement, alors que dans les autres constitutions, autorisation législative. Vous voyez, donc, il ne faut pas quand même confondre. Parce que finalement, sur le bulletin officiel, qu'est-ce qu'on met? On met généralement approbation de la Convention. Alors, un pays avec lequel on a signé une Convention, il attend la ratification, il est toujours au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que la Convention est déjà ratifiée? On lui dit non. Il va être autorisé. Autorisé, approuvé, c'est autorisé. Parce que voilà une petite confusion qui existe dans les termes de l'emploi et qui, à mon sens, aurait pu quand même être évitée dans cette constitution. Alors, la ratification, donc, appartient à Sa Majesté, qui est ratifiée, d'ailleurs, non pas par derrière. Alors là encore, il y a une chose essentielle qui a évolué, c'est la tradition et la modernité. Comme la France utilisait le Daher, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour déposer la ratification du sultan, après l'indépendance, on a gardé la ratification de certaines conventions internationales par des Daher. Et on a eu des problèmes. D'abord, le secrétaire général des Nations Unies nous a demandé de se référer et de laisser tomber le Daher. C'est un acte d'ordre interne. Vous avez utilisé le Daher si vous voulez publier une convention, mais conformez-vous aux usages internationaux qui utilisent ce qu'on appelle des lettres de ratification, et non pas les lettres. Alors, les lettres de ratification, qui sont un document d'ailleurs, un document, très beau document, écrit en bon caractère, etc., et dans lequel, par exemple, j'ai des exemples que je peux montrer que la direction des affaires étrangères et des traités, que je remercie ici pour m'avoir donné des exemples que j'ai publiés pour la première fois. Vous voyez, c'est pas le Daher.
les gens ont l'impression que tout ce qui vient de Sa Majesté le Daïr. Voilà. Comme les lettres de créance. Alors, Comme les lettres de créance. Comme les lettres de créance. Mais bien sûr, mais c'est pas le Daïr. Et dans les lettres, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit le roi? Nous avons pris connaissance de traité ou de la convention, de la loi qui a autorisé la ratification, des réserves peut-être, comme ce que nous avons fait pour la convention de la non-discrimination des femmes, etc. On fait les réserves. Et puis après, 3 phrases qui se trouvent d'ailleurs dans toutes les lettres de ratification. نعلن أننا نقبل المعاهدة ونصادق عليها ونعمل بالعمل على تنفيذها. 3 choses. Nous acceptons la convention, nous la ratifions et nous promettons de l'exécuter. Et ce n'est qu'après, lorsque la convention, la ratification est faite, que le Daïr intervient pour publier cette fois-ci la convention dans le bulletin officiel. Alors qu'au début, vous voyez le Daïr uniquement pour publier la loi d'autorisation. Une petite loi, rapide. Vous voyez, vous cherchez la convention, il n'existe pas. Donc le Daïr intervient à 2 niveaux. Au niveau de la promulgation de la loi qui a autorisé la ratification, et au niveau de la publication de la convention internationale une fois ratifiée. Son discours a terminé. D'ailleurs, on a eu un problème très fâcheux avec le protocole français, parce que les Français n'acceptaient pas. Ils ont fait ça, ils n'acceptaient pas. Ils disaient toujours au Maroc, conformez-vous aux usages internationaux, utilisez les lettres de ratification. Alors, en 1968, on voulait ratifier l'acte de Nice sur l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce dont la France était dépositaire. Un dépositaire, celui qui reçoit les ratifications et les statuts. Et à l'époque, le Daïr était de côté. C'était le décret royal de 1965 à 70. Oui. Et le décret, Sa Majesté Hassan était en même temps Premier ministre durant les 2 premières années. Alors il a utilisé le décret royal. Et il a commencé à ratifier par décret. Ce n'est plus le Daïr qui était connu. Il y a des pays qui ont accepté que la France a refusé. Il a dit, je verse. Je ne peux plus accepter cet instrument de ratification du Maroc par décret. Conformément aux usages internationaux. Alors, feu Sa Majesté Hassan II a retourné les actions qui sera compte au secrétaire général du gouvernement, au ministre des Affaires étrangères, pour préparer les premières formules de lettres de ratification que vous voyez. Alors, lui, il y avait 3 lettres. Il exigeait à ce que, dans la première lettre, on annonce, on met le titre de la convention. Dans la deuxième, il prend acte de la convention. Et dans la dernière, il dit je ratifie et j'exécute. Avec Sa Majesté, il n'y a que les 2 lettres, ça a été un peu simplifié. Alors on a fait la même chose pour les adhésions, pour l'adhésion. Que je dis pas là. L'adhésion ne se fait pas, Sa Majesté. Alors que normalement l'adhésion, on fait la distinction entre la ratification et l'adhésion. L'adhésion, c'est lorsque, par exemple, vous n'assistez pas à la conférence, vous n'avez pas négocié, vous n'avez pas signé, mais la convention prévoit que vous pouvez adhérer. C'est ce que nous avons fait pour l'Union africaine. Et on justifie ça. Oui. Alors, nous, normalement, ça doit être le ministre des Affaires étrangères qui notifie l'adhésion. Mais là, ça va c'est vrai qu'on exige à ce que ce soit aussi des lettres d'adhésion. C'est la même chose, en beau caractère, etc. J'avoue ici que l'ordinateur ne pénètre pas encore dans cette vidéo. À la même, parce que c'est très important et c'est très beau de faire tout ça. Voilà, si vous voulez. Alors, ce sont des pratiques qui existent maintenant, etc. Alors, bien entendu, je vais très vite. Alors, vous avez des exemples ici dans l'ouvrage. J'ai cité d'ailleurs 2 exemples en annexe pour l'adhésion à l'Union africaine et aussi l'accord de Paris sur le changement climatique. Et vous verrez que, par exemple, pour l'Union africaine, on a fait vite. Parce que d'habitude, le Parlement peut donner la ratification, peut donner l'autorisation de ratifier. Il se peut que Sa Majesté normale ne ratifie pas. C'est dans le pays avec lequel on était bien, pas de problème. C'est un acte discrétionnaire. Il y a parfois des délais, 1 an, 2 ans. Mais là, on a fait vite. Le Parlement a approuvé la loi d'autorisation qui a été publiée au bulletin officiel. On a fait un seul bulletin officiel pour cette loi. Et voilà l'exemple de l'approbation d'une loi. Et c'est une petite loi. Oui. Mais le titre est trompeur. Dans le bulletin officiel, vous voyez par exemple, approbation, voilà le titre du mot précédent. Approbation de l'acte, vous voyez,
de l'acte constitutif de l'Union africaine. Alors, c'est pas. Alors, les gens par ça, ils peuvent dire, ça y est, c'est fini, ça. Alors là, on n'a fait que approuver, c'est le Parlement qui a approuvé. Non. Et là, vous avez la convention qui a été publiée par intérieur de publication. Et là, vous avez le texte, donc, le bouquin que vous pouvez voir. Et donc, voilà, si vous voulez, grosso modo, ce qui existe dans ce bouquin, plus, bien sûr, le contrôle de la Cour constitutionnelle que j'ai imaginé, c'est nouveau aussi, donc, l'ouvrage, etc. Bien entendu, vous allez trouver peut-être une petite coquille, deux ou trois, etc. D'ailleurs, ça existe toujours, hein, vous pouvez les dépasser. Mais j'espère que ce condensé, et là, mon cher collègue, Antoine Ferry l'a dit tout à l'heure, c'est un condensé qui m'a demandé, mais je voulais absolument atteindre un but. C'est que des ouvrages que nous faisons aussi à l'université, et je parle aussi sur le contrôle de notre cher doyen qui nous a fait l'honneur de passer aussi avec nous, c'est à notre commun. Nous faisons des ouvrages, les grands économistes et les praticiens, donc on fait des ouvrages parfois de 500 pages, 600 pages, les éditeurs nous disent aujourd'hui c'est bien, bon, ils ne vont pas être lus. Alors il faut absolument que ce soit quelque chose qui peut être lu par mes étudiants, par les spécialistes que vous êtes, et aussi par tout le monde. Oui. Et à la suite de ça, on peut dire, voilà le Maroc, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est maintenant, quels sont ces petits problèmes. Donc il y a beaucoup il y a des notes en bas de page pour les spécialistes, il y a aussi des références pour ceux qui veulent approfondir. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire cette gymnastique pour votre gouverne. Celui qui a préfacé cet ouvrage, c'est notre cher collègue, le professeur Boumena, qui est juge de la Cour internationale de justice. Lui aussi, il a insisté à ce qu'on fasse. Lui aussi, il avait fait une préface très longue, mais l'éditeur a préféré quand même qu'on fasse quelque chose de très simple, qui peut être lu par tout le monde. Et voilà, je vous remercie infiniment. Merci infiniment, mon cher collègue, pour cette plongée dans tes recherches et ta science. On oubliait le temps qui passe. Et c'est très très bien. Et ça montre à quel point la recherche permet d'éclairer le présent, et ça tu l'as fait magnifiquement, c'est-à-dire qu'il y a des défis à relever aujourd'hui encore, comme on a relevé dans les siècles passés, par la nécessité de s'adapter, de suivre, d'innover sans cesse. Alors en ce qui concerne ce que nous avions dit tout à l'heure aussi sur la nécessité que ce livre soit lu, en tout cas je peux déjà te dire qu'au-delà des bibliothèques, peut-être plus ou moins fréquentées par les étudiants, parce qu'en plus, s'il n'y a qu'un exemplaire sur le rayon, ce sera très difficile pour les étudiants de toute la faculté de lire ton ouvrage. En revanche, s'ils pourront suivre ce véritable cours magistral sur Internet, probablement dès le début de la semaine prochaine. Et là, il y a un condensé de ce livre qui sera extrêmement utile pour tous les lecteurs. Tu me poses des problèmes avec l'éditeur, ils ne vont plus acheter les livres. Mais l'éditeur me poursuivre dans ce cas-là. Voilà. Non, parce qu'on a découvert qu'en fait, les livres dont on parle sur les réseaux sociaux, comme on dit maintenant, se vendent beaucoup plus. Parce qu'on a suscité de l'intérêt. Et j'espère que ce sera le cas ici, et surtout aussi pour la communauté des étudiants, des chercheurs, puisqu'on a un nombre relativement limité de ces exemplaires à disposition dans les bibliothèques du pays. Alors, le temps passant, je vais immédiatement passer la parole au professeur El Hiba, qui aura certainement aussi beaucoup de choses intéressantes à lire. Et ensuite, le professeur Malmi, qui sera d'accord, ou qui pourra nuancer, commenter, compléter, parce que je le connais. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi l'honorable public que nous avons. Oui, mais ça viendra après. Oui. Voilà.